We were on a break! Sauf si vous habitez dans une grotte, vous devez connaître la série Friends. Et probablement que la photo de cet homme, qui s'appelle Ross, vous dit quelque chose. Ross est présenté comme étant un scientifique gentil et sérieux. Mais si on creuse un peu derrière cette façade, on découvre d'autres choses, comme par exemple le fait qu'il a eu déjà 3 divorces. Le fait aussi qu'il a une instabilité qui est chronique. Ou encore le fait qu'il puisse s'énerver en cherchant son sandwich. My sandwich? Ma thèse du jour, monsieur et madame les jurys, c'est que Ross n'est pas malchanceux en amour, Ross est dans un schéma de dépendance affective. Et pour vous prouver ceci, je vais vous parler d'exemples dans lesquels il y a eu fusion, jalousie, contrôle, et on verra ensemble aussi à la fin la piste vers une guérison. Commençons par le besoin de fusion qui est caractéristique des gens qui sont dépendants affectifs. Je vous ai mis 2 photos qui représentent à peu près la vision dont ils voient le couple. Mais parler du besoin de fusion de Ross sans comprendre son origine, c'est-à-dire ses parents, serait une grave erreur. Ross a toujours été le petit prodige, le chouchou de ses parents. Mais pour comprendre Ross, on ne doit pas regarder que ses parents, on doit aussi regarder sa sœur, qui s'appelle Monica. Et on peut se demander comment est-ce que 2 enfants qui viennent des mêmes parents peuvent être aussi différents à la fin. Ils ont été élevés par les mêmes personnes, ils ont grandi dans la même maison, mais leurs 2 anxiétés sont complètement différentes. Le point commun de leur anxiété, c'est l'hyper-contrôle. Chez Monica, par exemple, la sœur, elle va être contrôlante sur son environnement. Elle aura besoin de ranger tout en permanence et d'organiser pour se sentir en sécurité. Alors que Ross aura besoin d'être dans l'hyper-contrôle sur ses relations amoureuses. Et pour comprendre comment est-ce que 2 enfants peuvent avoir les mêmes parents et pour autant être très différents, il faut comprendre la chose suivante. Ross était l'enfant prodige, le petit génie. C'était un miracle. Sa mère d'ailleurs a mis longtemps avant de réussir à l'avoir. On lui a répété en permanence qu'il était une merveille sur Terre. Et la dépendance affective est née de ça. Au début, c'était le regard de sa mère et de ses 2 parents sur lui, puis arrivé à l'âge adulte, il a dû continuer ce regard. Il devait continuer le fait que quelqu'un le regarde et qu'il reste aux yeux d'un autre un prodige. Et il se dit, si je fusionne avec l'autre, alors l'autre ne pourra plus m'abandonner parce que c'est ce qu'il a appris toute sa vie. Monica a eu elle une enfance qui est très différente. Elle a été l'enfant invisible, c'est ce qu'on appelle le scapegoat. Elle a grandi dans l'ombre. Elle a été critiquée en permanence par ses parents, sur son poids, sur ses cheveux, sur ses décisions, sur sa façon d'être. Elle a utilisé la nourriture en réconfort, c'est ce qui fait qu'elle a été si grosse quand elle était jeune. Son hyper-contrôle chez elle s'est traduite par le fait d'être contrôlante sur tout son environnement. Elle nettoie, elle organise en permanence, et elle se dit, si tout est propre et parfait, alors personne ne pourra me critiquer, comme ses parents l'ont fait quand elle a été jeune, et dans ce cas, je serai parfaite et je ne serai pas abandonnée, moi non plus. Assez parlé de la famille Geller, on va parler du premier grand amour de Ross qui s'appelle Carol. C'est sa faille originelle. Mais avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, je vous ai préparé un quiz juste en dessous pour mesurer votre dépendance affective. Êtes-vous plus dépendant affectif que Ross ou moins que lui? Revenons à Carol. C'est sa faille originelle. C'est son ex-femme et c'est là qu'il a perdu confiance pour la première fois. La voici en photo. Elle est juste là. Ils ont été ensemble à l'université, ils se sont connus très jeunes. On peut imaginer que Ross est passé de sa famille à ce couple-là juste après. Elle a été son ancrage pendant longtemps, jusqu'au jour où il découvre qu'elle est lesbienne. Son mariage explose en vol, et pour lui c'est une catastrophe. Parce que la nouvelle leçon qu'il apprend, c'est même lorsqu'on est ensemble, même lorsqu'on fusionne, même lorsque tout est parfait, je peux quand même me faire abandonner. Je peux me faire rejeter pour quelque chose dont je n'ai pas la maîtrise. Il devient même paranoïaque, c'est ce qu'on voit dans certains épisodes avec Rachel. Il a peur d'être le dernier au courant des choses. Ça revient aussi très souvent dans la série. Cette dépression va durer pendant des mois, mais parce que le scénario est bien ficelé, la série saison 1, épisode 1 ne démarre pas par ça. Ça démarre par Rachel, qui arrive en robe de mariée. Ce sont les toutes premières secondes de la première scène. Rachel, qui vient de fuir son propre mariage et qui débarque chez eux. Pour Ross, qui vient de vivre son divorce, pour lui c'est un coup de foudre qui est immédiat. Il était déjà amoureux d'elle au lycée, et dès qu'il la voit, il voit là sa chance de réparation. On parle ici de réactivation. Et au lieu de prendre son temps pour guérir de son divorce, il va faire immédiatement un transfert sur Rachel. Et d'ailleurs, à la fin du premier épisode, il va dire « Est-ce que je peux t'inviter un de ces 4 ?»
Il est déjà en mode remplacement. Je suis triste que ce mariage soit fini, je vais remplacer mon ex-femme par Rachel. Dans le script des épisodes, Ross n'arrive pas à voir Rachel tout de suite. Au début, elle le voit juste comme un ami. Pour lui, l'attente est insupportable. Dieu sait que lorsqu'on est dépendant affectif, c'est compliqué d'attendre. Son angoisse d'abandon reprend le dessus. Il se sent seul, il n'arrive pas à tenir. Il est dans une fuite en avant et on est dans ce qui s'appelle le cycle du dépendant. Son seul objectif dans cette souffrance d'être seul, d'être abandonné, c'est de vite calmer cette angoisse en remplaçant celle d'avant par quelqu'un d'autre. Une nouvelle femme arrive dans la série, elle s'appelle Julie. Julie sera la bouée de sauvetage. Ross part en Chine quelque temps, persuadé que Rachel ne l'aimera jamais. Il est en plein désespoir amoureux. Et il rencontre Julie tout de suite. Il fait un transfert sur elle de manière immédiate. En une seule semaine, Julie devient l'élu. Pourquoi est-ce que c'est elle plutôt qu'une autre ? Parce qu'elle est paléontologue exactement comme lui. Et ça, c'est extrêmement sécurisant. Une personne qui est dépendante affective va chercher quelque chose de connu, quelque chose de rassurant. Julie ne sera pas pour lui un coup de foudre, c'est juste un pansement temporaire pour éteindre la douleur et l'angoisse qu'il a aujourd'hui. Il va tenter ensuite de l'imposer à son groupe d'amis, il va même forcer sa sœur à devenir meilleure amie avec elle. C'est ce qui s'appelle le syndrome de la place chaude. Le dépendant affectif ne supporte pas que la place à côté de lui soit vide. C'est une place qui est chaude, qui doit toujours être comblée par quelqu'un. Il va donc y placer quelqu'un qui sera sécurisant. Alors, c'est Rachel qui officiellement possède cette place chaude près de lui, mais comme elle ne veut pas être dedans, il va trouver des remplaçantes. On vient de parler de Julie, on verra Emily dans un instant, et il y a aussi d'autres femmes. Il ne tombe pas amoureux de ces femmes, il a juste besoin de quelqu'un à côté de lui. Au fil des épisodes et des saisons, Rachel, son amoureuse de toujours, finit par revenir. Il l'idéalise, il la met sur un piédestal. Il est amoureux d'elle comme on l'a vu depuis le lycée. Et je vais vous donner 3 situations qui en représentent énormément d'autres dans la série, qui sont très typiques des dépendants affectifs. Tout d'abord, il a peur de l'ascension. Rachel, qui était une serveuse ratée dans un bar, finit par obtenir un poste important dans la mode. Mais Ross ne supporte pas qu'elle devienne aussi compétente et autonome. Parce que le fait qu'elle soit autonome signifie qu'il n'est plus indispensable. Elle pourrait s'en sortir sans lui et donc potentiellement elle pourrait le quitter. Un dépendant affectif a besoin d'être au mieux important dans la vie de l'autre et au pire, il doit se sentir indispensable. Deuxième scène très typique des dépendants affectifs, c'est la fameuse « Oui mais on était en pause, we were on a break ». Rachel est épuisée de la jalousie de Ross, elle lui demande un peu d'espace. Bien évidemment pour un dépendant affectif, un « je veux de l'espace » signifie « on se quitte pour toujours, plus jamais on ne sera ensemble ». Il voit ça comme un abandon et quelques heures plus tard, il couche avec une autre femme. Et là on n'est pas sur une infidélité qui est dite classique, il est en train de compenser son sentiment d'abandon. Vite, 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 il faut trouver quelqu'un pour remplacer Rachel sur la place chaude. Dans les dizaines d'exemples de dépendance affective de Ross dans cette série, j'en ai sélectionné un troisième qu'on pourrait nommer le sacrifice de l'autre. C'est au moment où Rachel a une opportunité pour un travail de rêve à Paris. Bien évidemment, pour Ross, c'est pas exactement ce qu'il avait prévu. Il va tout faire pour saboter sa promotion et pour qu'elle reste avec lui. Il va tenter de corrompre son patron en secret et il préférera qu'elle renonce à son travail plutôt que de vivre une relation à distance où éventuellement il pourrait la perdre. Là on arrive sur la dépendance affective plus, signifiant en gros que sa dépendance affective et son besoin de l'avoir à ses côtés passent au-dessus de tout, même de son bonheur à elle. Ross s'intéressera ensuite à Emily, une autre femme, avec une demande en mariage en seulement 6 semaines, ce qui dépasse toute la chronologie de toutes les séries télé au monde. Aucun mariage ne se fait de manière aussi rapide. Pour Ross, le mariage, c'est un peu comme des menottes virtuelles. Si on est marié, alors tu ne pourras plus me quitter. Tu ne pourras plus partir. Et arrivé à l'hôtel devant le curé, il fait un lapsus. Au moment de dire oui, il prononce non pas le prénom d'Émilie, mais le prénom de Rachel. Ce qui prouve bien que le partenaire n'est qu'une fonction et qu'il préférera toujours une relation qui ne fonctionne pas, ou même une relation toxique, plutôt que d'être dans un statut de célibataire. Émilie là-dedans n'est donc qu'une figurante dans sa vie, et dans la série également, et lorsque Émilie va exiger qu'il arrête de voir Rachel, il va accepter. Parce que sa peur de perdre quelqu'un, même si ce n'est pas la bonne personne, sera plus fort
que le fait d'avoir des valeurs. Il ne pourrait pas affronter l'échec d'un deuxième divorce, et donc au final, dans tous ces épisodes, on observe à peu près toujours les mêmes scénarios, une forme d'obsession, de la jalousie, l'incapacité à faire le deuil d'une relation, et aussi le fait qu'il devienne un monstre de contrôle sur l'autre lorsqu'il l'a enfin, de peur de la perdre. Si vous avez un doute sur la jalousie et le contrôle, en voici quelques-uns. Lorsque Rachel va prendre son nouveau travail, il va envahir son bureau de cadeaux de manière à ce que d'autres hommes ne s'approchent pas d'elle et qu'ils voient qu'elle est déjà en couple. Il est aussi en permanence dans cette espèce de gentillesse où il en fait toujours 10 fois trop. Ross veut tout régler, tous les problèmes de ses compagnes et aussi de tous leurs proches, avec toujours cette même phrase en pensée: si jamais je suis indispensable, alors on ne pourra pas me quitter. Ou encore: parce que j'ai l'air intelligent, parce que je sais tout, alors je suis indispensable dans ta vie. Ce qui vient toujours malheureusement créer un effet paradoxal, c'est-à-dire qu'en gros, plus il a peur, plus il est dans le contrôle, plus il est étouffant, plus ses partenaires veulent partir. Je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Suis-je dépendant affectif ?» et je me permets de vous poser 2 questions bilan et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Au fil des saisons, il finit avec Rachel. Mais à quel prix? On parle de 10 ans de relation on-off. Est-ce que ça valait vraiment la peine ou pas? Je vous laisse répondre. Et la deuxième question, c'est: est-ce que leur couple est réellement sain à la fin? Pour sortir du schéma de la dépendance affective, il faut déjà commencer par reconnaître ce qu'il se passe. Si vous l'avez vu dans cette série et que vous le voyez dans votre vie, que ce soit pour vous ou pour votre partenaire, il y a probablement déjà une prise de conscience. Génial, c'est l'action numéro 1. Action numéro 2, toujours développer des passe-temps et une vie sociale. Là, typiquement, en l'occurrence, Ross est toujours coincé avec ses amis, ses friends, et ça tourne un peu en boucle. Il n'a pas autre chose à voir à part son propre nombril et ses propres relations. Conseil numéro 3, n'ayez jamais de plan B, brûlez tous vos navires. Si on est dans une relation, on y est à fond, et quand on n'est plus dedans, on fait une pause parce que c'est extrêmement sain avant de redémarrer une autre relation. Et enfin, conseil numéro 4, apprenez à exprimer vos peurs. Il aurait toujours mieux valu que Ross dise « j'ai peur de te perdre, j'ai peur d'être abandonné », ça aurait été plus constructif que de mettre en place tout un tas de scénarios pour garder l'autre et les contrôler. Pour conclure, ne soyez pas un Ross. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.